Pendant 5 jours, il avait mangé dehors, sans plaisir. Il se levait à 6 heures du matin, s'enfermait dans la salle de bain, descendait, se préparait une tasse de café, ou même buvait tout de suite son verre de vin rouge. Dans le silence et le vide du rez-de-chaussée, il accomplissait alors sa part des travaux ménagers. Il y apportait beaucoup de soin, comme s'il craignait une observation ou un reproche. Cela devenait déjà une manie, et le piano n'avait jamais été aussi brillant. Sa dernière tâche était de descendre à la cave, d'y casser du bois, d'en monter un panier et d'allumer le feu dans le salon. Marguerite descendait vers 8h30, vêtue. Sans paraître consciente des allées et venues d'un homme autour d'elle, elle préparait son petit déjeuner, puis, endossant le manteau verdâtre de tous les jours, elle se dirigeait vers la rue Saint-Jacques. Il lui arrivait de la suivre même s'il n'avait besoin de rien, faute d'avoir autre chose à faire. Quand elle rentrait, elle rangeait ses achats dans le réfrigérateur et dans l'armoire, montait se rafraîchir et prendre son manteau de fourrure. 2 fois par jour, matin et après-midi, elle se rendait ainsi à un mystérieux rendez-vous, vraisemblablement avec le vétérinaire qui soignait son perroquet. Bouin ne connaissait ni son nom ni son adresse. Il avait seulement, pour l'avoir aperçu par la fenêtre alors qu'il emportait la cage recouverte d'un molleton, que c'était un petit homme boitillant, vêtu d'un pardessus étriqué. Il n'osait pas retourner au Petit Sancerre, peut-être parce qu'il en avait trop envie. Il se méfiait de sa façon de penser à Nelly et se rendait compte du danger. Chez elle, il n'avait pas besoin de s'observer. Il se détendait. Les complications du square Sébastien d'Oise disparaissaient, perdaient leur importance, ou prenaient un aspect saugrenu. S'il se laissait aller, il finirait par s'habituer à rester là-bas, un peu veule, buvant des petits verres et s'offrant du plaisir avec Nelly quand il en avait envie. Il n'avait pas de projet. Rien n'était encore définitif dans la maison. Chacun allait et venait, cherchant sa place, son rythme, son emploi du temps, un peu comme un orchestre quand, dans la fosse, les musiciens accordent leurs instruments. Le 4e ou le 5e jour, il ne comptait plus, il suivit sa femme de loin quand elle se rendit à son rendez-vous de l'après-midi. Il faisait déjà noir. Elle descendit la rue de la Santé, presque déserte, passa devant les murs de la prison. Les passants étaient rares, et on entendait leurs pas de très loin. Elle tourna dans la rue d'Arrault, guère plus animée, pour arriver enfin près du chemin de fer, rue du Saint-Gothard. Elle ne cherchait pas à savoir si elle était suivie. Elle marchait assez vite pour une personne de son âge. Elle s'arrêta devant une curieuse construction, une ancienne ferme, semblait-il, avec une cour intérieure au-delà de la grille, une maison rustique à droite, et, sur les 2 autres côtés, des bâtiments bas comme des étables. Quand elle traversa la cour pavée, des chiens aboyèrent dans ces bâtiments, et elle se dirigea vers les marches d'une sorte de perron, tira une sonnette, attendit que la porte s'ouvre. Lorsqu'elle eut disparu à l'intérieur, il s'approcha de la grille, lut sur une plaque d'émail « Docteur Perrin, clinique vétérinaire ». Elle venait bien ici, comme on va voir un malade à l'hôpital, et ses visites indiquaient que le perroquet n'était pas mort. Il regrettait son geste, même après l'empoisonnement de son chat. Il aurait voulu le lui dire, mais il était trop tard. D'ailleurs, il ne désirait pas non plus lui donner la satisfaction de le voir s'humilier devant elle. Regrettait-elle, elle aussi, ce qu'elle avait fait? Non, elle n'était pas femme à avoir des regrets. Elle avait toujours raison. Elle était sûre d'elle. Elle suivait le droit chemin,
il suffisait de voir son air assuré quand, le dimanche en particulier, elle revenait de l'église. Ses vêtements dégageaient alors une odeur d'encens. On aurait dit que ses prunelles étaient plus claires, plus pures, comme si elle venait d'entrevoir les béatitudes du ciel et de la vie éternelle. Il détestait les dimanches, l'absence de bruit, les volets baissés des boutiques, les gens qu'on rencontrait dans des rues où il n'avait rien à faire. Il ne marchait pas comme les jours de semaine. Il n'allait nulle part, ou bien, s'ils avaient un but, ils n'étaient pas pressés. Ils s'ennuyaient, eux aussi, mal à l'aise dans leurs bons vêtements, craignant toujours que les enfants se salissent. Quand il était jeune, des disputes éclataient presque chaque dimanche entre son père et sa mère, pourtant de braves gens, habitués à courber l'échine et à accepter la vie telle qu'elle leur venait. « Va te promener !» Il y allait, le long du canal ou de la Seine. On lui avait donné une pièce de monnaie pour s'acheter une glace en été, quelques bonbons en hiver, et il choisissait les bonbons acidulés qui duraient le plus longtemps. Même sur les péniches, les familles étaient comme figées, et, vers la fin de l'après-midi, on était sûr de rencontrer des hommes saouls. Ce dimanche-là, il trouva fermé son restaurant habituel et dut aller jusqu'à l'avenue du Général Leclerc pour déjeuner. Plus tard, il passa devant le Petit Sancerre, dont les volets étaient baissés aussi. Que faisait Nelly le dimanche? Elle n'assistait sûrement pas à la messe. Elle devait rester tard au lit, traîner dans sa chambre, dans la cuisine, dans le petit café obscur, où personne ne viendrait la déranger. Peut-être, l'après-midi, allait-elle au cinéma? Il ne l'avait jamais vue dans la rue. Il ne la connaissait qu'en robe noire et en pantoufles. Marguerite ne s'était pas rendue chez le docteur Perrin, qui fermait aussi le dimanche. Elle ne sortit pas de l'après-midi et ils restèrent assis au salon, à regarder la télévision qui diffusait un match de football, quelques chansons, un dessin animé, puis un film de cow-boy. Ils usaient le temps. Elle tricotait. 2 ou 3 fois, il lui sembla que son visage mollissait, qu'au moment où elle redressait la tête, elle était sur le point de lui adresser la parole. Il avait un peu pitié d'elle. Puisqu'elle était incapable de faire les premiers pas, il était tenté de les faire. Lui aussi ouvrait la bouche, pour dire, par exemple, « Nous nous conduisons comme des enfants ». Non, elle n'accepterait pas cette définition de leur attitude. « Écoute, Marguerite, si nous essayons d'oublier. » Non plus. Elle n'oubliait rien. Elle se souvenait, avec date à l'appui, de chaque déception, de chaque affront subi depuis sa plus tendre enfance, de chacun de ses chagrins. Elle avait besoin d'être malheureuse, victime de la méchanceté des hommes, et, du bout des lèvres, de leur pardonner. Pauvre femme. C'était lui qui avait eu tort. Il n'aurait pas dû l'épouser. Qu'est-ce qui l'avait poussé à revenir, tant d'après-midi, dans la petite maison où elle lui offrait une tasse de café, et plus tard un verre de vin? Cela ne l'impressionnait-il pas qu'elle soit la propriétaire de la moitié de l'impasse, la fille de Sébastien Doise, un être délicat, d'une élégance un peu fanée dans ses vêtements au ton pastel? Il n'avait pas pensé à l'argent, pas crûment. L'argent s'inscrivait néanmoins comme en arrière-fond de cette rangée de maisons qui appartenait à Marguerite, et le petit bonhomme au poisson prenait des allures de symbole. Bouin venait de pénétrer, presque par accident, dans un monde qu'il n'avait aperçu que de loin, et dans lequel l'idée ne lui était pas venue qu'il serait admis un jour. Était-il réellement admis? Il avait arrêté une simple fuite d'eau.
la femme lui avait offert un verre de liqueur, comme à un ouvrier qui a fini son travail dans la maison. « Pourquoi ne reviendriez-vous pas demain prendre une tasse de café ?» Dans la cuisine. Ce n'est qu'après 2 semaines qu'elle l'avait introduit dans le salon. Les photographies l'avaient impressionné, surtout celle au landau tirée par 2 chevaux. Celle aussi où, coiffée de son grand chapeau de paille, elle marchait au bord de l'eau. Il retrouvait des bouffées de son enfance, quand il voyait une femme élégante se trousser pour monter dans un fiacre, ou quand, au bois de Boulogne, il n'y était allé que 2 ou 3 fois, car c'était loin de chez lui, il admirait les Amazones. « Votre père avait des chevaux ?» Il aurait pu. Il préférait louer une voiture à la journée. J'ai pris des leçons d'équitation dans un manège. Les chevaux, surtout, le faisaient rêver. Seulement dans le manège ? Nous allions nous promener au bois avec le professeur. Au début, elle aimait se raconter, sautant d'une période à l'autre de sa vie. 2 fois par semaine, le soir, mon mari me conduisait à l'opéra, où j'avais mon fauteuil réservé. Elle avait gardé la robe du soir en soie, Liberty, brodée de perles, qu'elle portait en ces occasions. Les gants de fin chevreau blanc, qui montaient plus haut que le coude. Ne venez pas demain. C'est le terme, le défilé de mes locataires. Pour lui apporter leur argent, que pouvaient représenter les 7 maisons qu'elle possédait encore? Il n'en avait aucune idée, mais de recevoir ainsi, dans le salon surchauffé, des gens qui lui apportaient leur tribut, lui paraissait prestigieux. Si elle l'avait voulu, elle n'aurait pas eu besoin de se livrer à des travaux domestiques. Elle le lui avait dit. Je m'ennuierais à ne rien faire. Et, si je m'ennuyais, je tomberais malade. Je deviendrais comme tant de femmes de mon âge, qui ne pensent qu'à leur petit malaise. Il protestait d'un geste. Je sais ce que je dis. Je n'oublie pas ma date de naissance. Mais je me suis juré de ne jamais me plaindre. C'est quand on commence à se dorloter qu'on vieillit. Avec Angèle, aussi, il leur était arrivé de se promener le dimanche le long de la Marne, du côté de Lagny. Ils se bousculaient pour rire, et, quand ils ne voyaient personne, ils roulaient volontiers l'un sur l'autre dans les hautes herbes. Il se souvenait de l'odeur d'Angèle, de son rire, car elle se mettait souvent à rire pendant l'amour. « Tu ne trouves pas ça drôle, toi ? Je ne sais pas qui a inventé ce truc-là, mais il mériterait une statue. » La salive du dimanche, quand ils s'embrassaient longuement, avait un goût de campagne. Marguerite, elle, sur sa photographie, restait songeuse, lointaine, l'air si vulnérable qu'il aurait voulu la protéger. Au fond, c'était un peu les photographies qu'il avait épousées, le piano quart de queue luisant dans la pénombre, les meubles Louis-Philippe et Second Empire, la fontaine du square et la haute cheminée de la rue de la Glacière. Il aurait dû dire non. Il avait été assez naïf, assez balourd pour ne pas comprendre, et il l'avait rendue malheureuse. Si nous allions au cinéma, car il avait tenté de la sortir. Qu'est-ce qu'on donne? Un film de cow-boy. J'ai horreur des bagarres et des coups de feu. Il l'emmenait parfois au restaurant. Elle regardait autour d'elle avec méfiance, essuyait son couvert, reniflait les plats avant de manger. C'est préparé à la margarine. Ou bien, le garçon devrait se laver les mains avant de servir. Elle vivait dans un monde à elle, un monde invisible, qu'elle colorait à son gré. Et voilà qu'elle devait subir un homme bien réel, bruyant, au pas lourd, qui fumait de mauvais cigares,
et répandait une odeur animale. Pour comble, il avait introduit dans un domaine si soigneusement protégé un animal qui se traînait le long des meubles comme un fauve se frotte aux barreaux de sa cage et qui la regardait fixement, n'acceptant de familiarité que de son maître, de son Dieu. Car, pour Joseph, Émile Bouin était un dieu, et elle en était dépitée. Bouin ne lui avait fait aucun sacrifice, n'avait pas essayé de s'intégrer dans son univers. Ils avaient vécu ainsi dans leur coin, s'irritant des gestes, des intonations de l'autre. N'avait-il pas fini par y prendre un secret plaisir? Les enfants jouent à la petite guerre. Pour eux, à présent, c'était la grande guerre, plus passionnante encore. Chacun pensait à la mort de son partenaire. Chacun, d'une façon plus ou moins avouée, la souhaitait. Souhaitait être le survivant. Déjà, Marguerite s'était débarrassée de son ennemi le plus évident, de ce chat qui défiait par sa seule présence la lignée des Doise et leur sensibilité. Pourquoi, un jour, ne se débarrasserait-elle pas de son mari de la même façon? La plupart des crimes par empoisonnement, il l'avait lu dans un journal, sont commis par des femmes. L'article ajoutait qu'ils s'en produisent sans doute 10 fois plus qu'on n'en découvre, car les médecins de famille, quand il s'agit d'un malade ou d'un vieillard, signent, sans y regarder de près, le permis d'inhumer. Ce n'était pas encore de la peur, mais il commençait à se méfier. Il avait une autre raison de ne plus manger la cuisine de sa femme, sa décision de ne plus rien lui devoir, de partager les travaux domestiques. Puisqu'il faisait son lit, cassait le bois, allumait le feu, cirait les planchers et prenait les poussières, pourquoi ne préparerait-il pas aussi ses aliments, évitant ainsi d'aller 2 fois par jour au restaurant? De même qu'il ne partageait pas le lit de Marguerite, il ne voulait pas mêler sa nourriture à la sienne, et il ne lui déplaisait pas de l'étonner, voire de la faire enrager. Le lundi après-midi, il se rendit boulevard Barbès. « Vous n'en avez pas un qui ferme à clé ?» Un buffet de cuisine à 2 portes, laqué blanc, bon marché, en sapin du pays. On peut, avec supplément, vous installer des serrures. De bonnes serrures, insista-t-il, pas de celles qu'on ouvre avec une épingle à cheveux. Le meuble avait été livré le jeudi matin. Ce jour-là, Marguerite n'était pas sortie pour sa visite au perroquet, et elle avait pleuré une partie de la nuit. Elle était nerveuse, les yeux rouges, les pommettes enflées. Elle avait regardé avec stupeur l'énorme camion de livraison peint en jaune, avec de grosses lettres noires sur les flancs, qui avait manœuvré longtemps avant de pénétrer dans l'impasse. Elle suivait des yeux les livreurs qui transportaient le meuble dans la cuisine, et qui demandaient « Où le mettons ?» Il s'adressait à elle, et, sans dédaigner répondre, elle quittait la pièce. « Ici, à droite de l'évier. »« Vous croyez qu'il n'est pas trop large ?» Il entrait de justesse dans l'espace prévu par Émile. Ce jour-là, il fit un gros marché, revint avec des boîtes de conserve, des bouteilles d'huile et de vinaigre, des paquets de toutes sortes. À midi, alors que sa femme était en haut, il avait préparé son déjeuner. Un énorme beefsteak, des pommes de terre rissolées, des petits pois. Quand elle était descendue, elle l'avait trouvé à table, et, à son tour, elle avait préparé sa dînette. La cuisine donnait sur une cour de 2 mètres de large, sur un mur gris sans ouverture. Comme ils évitaient de se regarder en mangeant, c'était tout ce qui s'offrait à eux comme paysage. Les bruits de l'impasse, de la ville, ne leur parvenaient pas.
sinon parfois le lointain vrombissement d'un avion qui passait haut dans le ciel. En face, les travaux n'avaient pas commencé. On savait seulement, par des on-dit, que des locataires avaient reçu leur congé. Certains parlaient de la construction d'une école d'infirmières, d'autres de bureaux, d'un garage moderne, d'appartements de luxe. C'était l'affaire des Salenaves maudits qui avaient extorqué la moitié de l'impasse à un Sébastien d'Oise trop crédule. Avec l'argent du terrain, ils allaient encore agrandir la nouvelle biscuiterie à Ivry. Un mois s'écoula. Marguerite reçut une lettre qui la bouleversa. Elle s'habilla en hâte, partit à petits pas rapides. Comme il n'était pas encore habillé pour sortir, il ne put pas la suivre. Il attendit. Il passait autant de temps à attendre qu'à ses pieds, car il se sentait mal à l'aise quand ils étaient seuls dans la maison. Les sorties du partenaire étaient un peu comme autant de menaces, surtout quand elles avaient lieu à des heures imprévues. Où Marguerite était-elle allée? Où Bouin se rendait-il de plus en plus souvent vers 4 heures de l'après-midi? Il leur arrivait de se suivre, sans se cacher, l'air innocent. Le retour de Marguerite, ce jour-là, fut un événement aussi inattendu que l'intrusion du camion de meubles dans l'impasse. Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, elle revint en taxi. Le chauffeur quitta son siège pour l'aider à sortir la cage qu'ils avaient dû avoir du mal à faire pénétrer dans la voiture. La cage de Coco, évidemment. Il les regardait par la fenêtre du salon. Elle tint à porter la cage elle-même, suivie par le chauffeur, et elle la posa avec précaution sur le trottoir, le temps de sortir la clé de son sac et d'ouvrir la porte. Elle paya la course en prononçant des mots que Bouin n'entendit pas, saisit à nouveau la cage couverte de son molleton, et, quelques instants plus tard, sans un regard à son mari, elle installa l'objet à sa place habituelle. Il restait immobile près de la fenêtre, surpris, inquiet. Il la vit retirer le molleton et regarder avec tendresse le perroquet debout sur son perchoir. Il avait toutes ses plumes, la queue plus brillante que jamais. Ses yeux protubérants regardaient fixement devant lui, et Bouin se sentit gêné comme devant un spectacle incongru. Il soupçonnait quelque chose de pas naturel. L'oiseau ne bougeait pas. Marguerite non plus. Recueillie comme devant un être aimé, dans une chapelle ardente. Il découvrit enfin la vérité. L'animal était bien mort. On l'avait empaillé en lui remettant ses plumes, et les yeux étaient des yeux de verre. Après un temps, Marguerite se tourna vers lui et le regarda durement en face, avec défi. Puis elle se dirigea vers un guéridon où se trouvait du papier et un crayon. Elle écrivit quelques mots, posa la feuille sur le piano et gagna le corridor pour se débarrasser de son chapeau et de son manteau. Émile lut. « Si tu y touches, j'alerte la police. » Elle ne rentra pas tout de suite dans le salon, lui laissant le temps de digérer cet avertissement. Quand elle revint pour s'installer dans son fauteuil, non loin du perroquet, il était assis aussi, de l'autre côté de la cheminée. Il écrivait à son tour, sur une page de calepin, pliait le papier menu, l'insérait entre son pouce et son majeur, auquel il imprimait un mouvement bref, de façon à envoyer le projectile dans le giron de sa femme. Cette fois-là, il rata son coup. Il devait devenir plus habile par la suite. Le message atteignit le genou de Marguerite et tomba sur le parquet. Elle feignit de n'avoir rien vu, rien senti.
Ils restèrent longtemps immobiles, comme en suspens. À plusieurs reprises, elle regarda le perroquet. Enfin, elle fit tomber sa boule de laine et, en la ramassant, saisit le morceau de papier qui portait, pour la première fois, les deux mots « le chat ». Ils étaient à égalité. Il n'avait plus autant de mémoire que jadis. Il se souvenait fort bien des événements, d'être passé par tel endroit, sous le soleil ou sous la pluie, des phrases échangées avec les commerçants du quartier, de l'énorme homard acheté pour épater Marguerite, de la première voiture de déménagement dans l'impasse, 2 maisons plus bas. Il se rappelait le texte de ses billets, de ceux que sa femme avait déposés, la moue méprisante, sur le piano ou sur la table de nuit. Où sa mémoire flanchait, c'était dans l'ordre des faits, dans les dates. Il avait tendance à tout ramasser, alors que 2 années venaient de s'écouler. Pour fixer le temps, il était obligé de recourir aux saisons, aux vêtements que lui et Marguerite portaient. Le premier déménagement, par exemple, avait eu lieu dans la première moitié du mois de mars. Un mois de mars particulièrement radieux, car les journaux citaient des statistiques et publiaient la photographie des marronniers en fleurs. Quand toutes les fenêtres étaient ouvertes dans la passe, celle-ci était moins morne, moins silencieuse. Un frémissement de vie la parcourait. Des voix s'entendaient d'une maison à l'autre. Un enfant qui jouait dans l'allée et que sa mère appelait, un disque, des rumeurs de radio, avec, pour arrière-fond, le passage des voitures dans la rue de la Santé, et même les échos lointains du carrefour Saint-Jacques. Accoudé à la fenêtre, il contemplait les meubles démontés qu'on entassait dans la tapissière, découvrant ainsi le goût et un peu de l'intimité des gens qu'il n'avait fait que rencontrer dans l'allée. Il s'étonnait de la machine à écrire d'un ancien officier, d'un immense tableau au cadre doré, représentant un combat naval au temps des flibustiers. Marguerite, elle aussi, regardait du premier étage, mais la fenêtre était fermée, et elle restait derrière le rideau, sans se montrer. Elle semblait souffrir, mangeait moins que jamais, et elle prenait un coup de vieux. Il lui arrivait de ne pas se maquiller, alors qu'un maquillage discret avait jusqu'ici donné un certain éclat à son teint. On s'étonnait, presque du jour au lendemain, de la voir fanée et terne. Elle ne pénétrait jamais au salon sans s'arrêter un moment devant la cage du perroquet, les lèvres en mouvement, comme à l'église. Boin ne s'habituait pas à cette présence silencieuse. Le perroquet mort était plus encombrant que le perroquet vivant. Il avait pris, en s'immobilisant, une expression mystérieuse et menaçante, comme celle de certaines sculptures africaines qu'il avait vues à la vitrine d'un marchand de tableaux. Et il n'y avait plus besoin, le soir, de recouvrir la cage de molleton. Il hésitait à situer l'époque exacte de Madame Martin. Était-ce pendant les déménagements qui s'étaient succédés dans les maisons d'en face? On assistait alors, dans l'impasse, à des allées et venues insolites. Des hommes arrivaient en voiture, une serviette sous le bras, allaient et venaient, consultaient des plans, s'arrêtaient, repartaient, gesticulaient. C'étaient les architectes et les entrepreneurs avec leurs techniciens. Au bout d'un moment, Marguerite fermait les fenêtres et s'en éloignait pour ne pas les voir. Il espérait parfois qu'elle allait céder, changer d'attitude, se tourner vers lui, le visage humain, les yeux plus doux, et lui parler, lui dire n'importe quoi. Par exemple, simplement, « Il est l'heure de déjeuner », comme ailleurs, dans toutes les maisons, partout où des êtres humains vivent ensemble. Il aurait oublié le chat,
Peut-être. Peut-être pas pour longtemps, surtout qu'il avait découvert d'autres griefs. Au fond, ce qu'il ne s'avouait pas, c'est qu'il avait peur d'elle. Elle avait plus de suite que lui dans les idées, plus d'énergie, de maîtrise d'elle-même. Lui, à la rigueur, aurait repris la vie comme avant, quitte à se chamailler au bout de 3 jours et à recourir à nouveau au billet. Elle, pas. Il y avait autant de rigidité dans son visage et dans son regard que dans le corps du perroquet. Il la plaignait. Cette tension, à la fin, devait devenir douloureuse, et il craignait de la voir craquer. « Tu parles », se répondait-il aussitôt à lui-même. « Une femme comme elle ne craquera jamais. Pas tant que tu seras en vie. Ce qu'elle veut, c'est ta peau. Et elle sait qu'elle finira par l'avoir. Jusque-là, elle tiendra tête à tout. » C'était l'été, aux environs du mois d'août, car le boucher et l'épicier italien étaient en vacances, et on devait aller loin pour trouver des boutiques ouvertes. Partout, on voyait des écriteaux sur les volets clos des boutiques, et on changea 3 fois de blanchisserie. Bouin avait pris l'habitude de suivre sa femme quand elle faisait son marché, bien que ce ne fût pas encore une obligation quotidienne. Certains jours, il partait le premier. D'autres fois, il sortait plus tard, vers 11 heures, afin de prendre l'apéritif en revenant. Il buvait plus qu'avant, toujours du vin rouge. Cela le rendait somnolent après les repas, et il ne détestait pas cet engourdissement qui lui fournissait des rêves plus proches de la réalité que les rêves de la nuit. Une réalité brouillée, des voix, des attitudes légèrement déformées. Il restait assis dans son fauteuil, la tête un peu lourde, les yeux mi-clos. Pendant un certain temps, il continuait à discerner les pieds luisants du piano, les pattes en forme de lion dans leur support de verre. L'image se troublait insensiblement, remplacée par un arbre dans la forêt de Fontainebleau, et il croyait entendre la voix gouailleuse, vulgaire, mais si vivante d'Angèle. Quand on l'avait ramené de l'hôpital, après son accident, et qu'il avait acheté une chaise longue, car elle ne pouvait faire que quelques pas avec des béquilles, il savait par le médecin qu'elle resterait impotente, mais il était persuadé qu'elle vivrait. 1 an plus tard, une ambulance l'emportait à nouveau à l'hôpital, et, pendant des mois, il alla la voir 3 fois par semaine, dans une salle où d'autres maris s'asseyaient comme lui, à côté d'un lit, et chuchotaient. « Tu t'en tires? Ce n'est pas trop dur ?» Elle se montrait gaie. « J'ai une bonne copine, la petite rousse, 2 lits plus loin. Lily, qu'on l'appelle. Elle était vendeuse aux galeries. On la lui rendit 6 mois après, sans lui cacher que son état était plus grave, mais qu'on ne pouvait plus rien pour elle. Un médecin du quartier venait la voir. Une vieille femme de ménage, Madame Blanquet, passait la plus grande partie de la journée avec elle et lui préparait ses repas. Ses jambes enflaient, puis le ventre devint énorme. Les reins étaient atteints. Elle faisait de l'urémie. Elle l'ignorait, et il lui arriva de lancer en se regardant, alors qu'il la lavait, « Dis donc, on croirait que je suis enceinte. » Un soir, un vendredi, le 17 mai, il surveillait un chantier près de la porte de la chapelle. Le contremaître, le gros Léon, était un vieux camarade. « Tu prends un verre ? » ?»« Ma femme m'attend. Tu sais qu'elle est au lit. »« Sur le pouce. » Il n'était pas resté au café plus de 5 minutes. Quand il était rentré chez lui, Madame Blanquet s'était levée brusquement de sa chaise, les yeux rouges. Elle le regardait fixement,
comme si elle craignait de sa part une réaction trop violente. « Je ne l'ai pas quitté un instant, je vous jure. » Angèle était morte. La vieille lui avait fermé les yeux. Elle paraissait aussi énigmatique qu'à présent le perroquet de Marguerite. Quand est-ce arrivé? Voilà une demi-heure. Il avait saisi la main qui était encore molle, mais n'avait pas été capable de l'embrasser. Sa mère, elle, n'avait même pas eu une Madame Blanquet auprès d'elle au moment de s'en aller. Elle était seule. Il était déjà marié. Depuis quelques semaines, elle ne se sentait pas bien, mais continuait à se lever pour vaquer à son ménage. Il passait la voir chaque soir, lui portait des friandises ou des fruits. Il l'avait trouvée par terre, les yeux ouverts, dans la cuisine. Il lui arrivait d'avoir peur de voir, en entrant, Marguerite morte dans une des pièces. Il n'y avait aucune ressemblance entre les trois femmes, entre sa mère et Angèle, entre elles deux et Marguerite, et pourtant, dans sa somnolence, elles avaient tendance à se confondre. Surtout leur voix, les mots, les phrases qu'elles prononçaient. Peut-être une certaine méfiance dans leur regard? Qui sait si le point commun n'était pas en elle, mais en lui? Un sentiment de crainte, comme quand il était enfant et qu'il avait toujours quelque chose à se reprocher. Un malaise, la sensation d'être en reste, de ne pas faire tout ce qu'il devrait, de mériter d'être grondé. Peu importe si c'était en juin, en juillet ou en août. L'époque, en tout cas, où Marguerite était le plus nerveuse et où elle ne tenait pas en place. Il fut 2 ou 3 jours sans la suivre au marché. Il avait envie de Nelly. Il finit par aller la voir et, comme d'habitude, il posa la question muette, reçut le signal, gagna la cuisine sur ses talons. « On dirait que tu reprends tes vieilles habitudes. Ta femme n'est pas jalouse? » Nous ne nous parlons pas. Sans blague. C'est vrai. Attends, tu me fais mal. Un long silence. Il avait le souffle court. Puis elle reprenait, en laissant tomber sa robe, sans perdre le fil de la conversation. Tu prétends que vous vivez tous les deux dans la même maison, sans vous adresser la parole? Je le jure. Et quand vous avez quelque chose à vous dire, on s'écrit des billets. Par exemple, j'ai envie de faire l'amour. Nous ne l'avons jamais fait. Elle ne t'aspire pas, ou bien celle qui n'a pas voulu? Les deux, je ne sais pas. Il avait éprouvé le besoin de parler, et il s'en voulait déjà comme si, d'évoquer Marguerite devant Nelly, était une faute, un manque de délicatesse. Il était au comptoir, un verre de Sancerre à la main, quand, en se tournant vers la rue ensoleillée, il vit justement sa femme sur le trottoir, en compagnie d'une personne plus jeune d'une dizaine d'années, qu'il avait déjà aperçue au marché. Elles marchaient lentement toutes les deux, comme pour faire durer leur conversation. Est-ce que, de son côté, Marguerite était en train de parler de lui? Elle allait dépasser le café quand elle tourna la tête. Elle dut le voir, malgré la pénombre qui régnait à l'intérieur. Elle voyait tout, devinait tout, surtout quand il s'agissait de lui, plus encore quand il s'agissait de quelque chose qu'il désirait lui cacher. C'est elle? Oui. Laquelle des deux? La plus âgée, celle qui porte une robe rose. Elle s'habille toujours comme ça? Elle ne porte que des teintes claires, un peu passées. Elle t'a vu.
J'en ai l'impression aussi. Ça t'ennuie? Non. Je n'en suis pas trop sûr. Tu ne vas pas avoir peur de revenir? Peur de quoi? Demain? Sans doute. À ta santé. Mais, le lendemain, il n'alla pas chez Nelly. Un événement s'était produit dans la maison du bout de l'impasse. Vers 4 heures, on avait sonné à la porte, ce qui était rare. Sans se presser, Marguerite, qui semblait s'attendre à ce coup de sonnette, était allée ouvrir. « Comment allez-vous, Madame Martin ?» Elle était très brune, vigoureuse, avec des épaules d'homme et une ombre de moustache. « Je ne vous dérange pas ?» Marguerite savait qu'Émile était au salon, en manche de chemise, à lire un magazine. Elle n'y introduisit pas moins la visiteuse. Il fit mine de se lever, de saluer. Madame Martin hésita, faillit tendre la main, mais déjà on l'appelait ailleurs. « Asseyez-vous ici, je vous en prie. C'est le fauteuil le plus confortable, celui que ma mère, paraît-il, préférait. Je l'ai si peu connu. Vous prendrez une tasse de thé? Pas tout de suite ?» Madame Martin le regardait curieusement, et il était embarrassé. Néanmoins, ce serait céder du terrain que de quitter la pièce, et il resta à sa place, feignant de lire. « Je reçois peu, vous savez. Je suis presque toujours seul. Vous êtes une des rares personnes à me rendre visite. » Elle ajoutait, suivant le regard de Madame Martin, « Ne faites pas attention à lui. Je l'ai épousé un peu par pitié. Il était veuf. Il paraissait malheureux. Il habitait juste en face, une des maisons qu'ils vont abattre. Je le voyais passer ses journées à sa fenêtre. Un jour, je l'ai invité à prendre une tasse de café et il m'a fait assez bonne impression. Je me rends compte aujourd'hui qu'il était intimidé. Intimidé et faux, car je n'ai jamais connu personne d'aussi faux que cet homme. Ce n'est peut-être pas sa faute, après tout. J'ai découvert, trop tard, qu'il n'est pas tout à fait comme un autre. Quand il m'adressait la parole, c'était pour me dire des grossièretés, et je l'ai prié de se taire. Il ne vous adresse plus la parole? Comme Nelly, tout à l'heure. Seulement, Marguerite se montrait plus cruelle, plus vicieuse qu'il ne l'avait été rue des Feuillantines. Depuis plusieurs mois. Pas un mot? Pas un mot. Parfois, il me lance un billet roulé en boule, et je ne le lis même pas. Pourquoi? Parce que je sais d'avance que ce sont des injures. La preuve qu'il n'a pas tous ses esprits, c'est que, quand son chat est mort, un vieux chat de gouttière ramassé je ne sais où, il m'a accusé de l'avoir empoisonné. Moi qui avais supporté sans mot dire sa présence dans la maison, la nuit dans notre chambre. Il couchait sur le lit de son maître et m'empêchait de dormir à force de ronfler. Elle regardait durement son mari, une petite étincelle de triomphe dans les yeux. Elle avait découvert une nouvelle façon de se venger. Demain, après-demain, cette Madame Martin allait répéter l'histoire dans toutes les boutiques de la rue Saint-Jacques, et on le regarderait avec une réprobation mêlée de pitié. Savez-vous ce qu'il a fait le jour après? Le jour après quoi? La mort du chat. Vous voyez mon perroquet? Oui, c'est une belle bête. Il parle? Il est mort. Je m'étonnais qu'il reste si longtemps immobile. C'était l'animal le plus intelligent, le plus affectueux de la terre. Cet homme en était jaloux. Le perroquet ne l'aimait pas. Alors, au cours d'une crise, je ne peux pas dire autrement, une vraie crise de fureur aveugle, il lui a arraché les plumes de la queue et il les a placées ironiquement dans un vase.
Madame Martin exprimait sa réprobation en hochant la tête, tout en observant Bouin à la dérobée. « Il a l'air calme, » murmurait-elle comme pour l'amadouer. « Il paraît comme ça. Je préfère que vous ne le voyiez pas en colère. S'il n'avait pas passé sa rage sur Coco, c'est sans doute moi qui aurais été sa victime. » « Vous n'avez pas peur ? » ?»« Vous savez, à mon âge. » En dedans d'elle-même, Marguerite jubilait, et il la soupçonna d'avoir depuis longtemps préparé cette scène. Il ne voulait pas s'en aller. Ce serait une désertion. « Vous m'accompagnez à la cuisine ? Nous continuerons à bavarder pendant que je prépare le thé. » Madame Martin n'avait aucune envie de rester seule avec l'homme qu'on venait de lui dépeindre, et elle s'empressa de suivre Marguerite. Il entendait de loin les deux femmes parler à mi-voix, et il se demandait ce que la vieille pouvait inventer encore. Que, désormais, il advienne quoi que ce soit à sa femme, tout le quartier le désignerait comme le coupable. Une personne si fine, si douce, si distinguée. Une femme qui habitait la même maison depuis sa naissance, et dont le premier mari avait acquis le respect de tous. Où avait-elle ramassé cette brute? N'a-t-on pas raison de dire qu'il faut rester dans son milieu? D'où sortait-il en réalité? Le savait-on? Connaissait-on son passé? Elle revenait, Marguerite portant le plateau en argent dont on ne se servait jamais. « 2 morceaux de sucre? S'il vous plaît. Un petit gâteau? Ceux-ci sont aux amandes. Ils sont excellents. Votre père ne fabriquait pas des gâteaux aussi? Il me semble. La biscuiterie d'Oise, vous avez raison. C'est toute une histoire. Encore une histoire qui a mal tourné, presque pour les mêmes raisons. Il avait accueilli dans ses bureaux, par pitié, un homme qui ne valait pas grand-chose, un nommé Salenave. Sa femme était malade, son fils refusait d'étudier, lui-même se plaignait de sa santé. Bref, la vieille chanson. Il lui a confié un poste important. Puis, quand le fils était en âge, il l'a recueilli à son tour. Vous le croiriez si vous voulez, mais 15 ans après, c'était mon père qui se trouvait mis à la porte de sa propre entreprise. Et la moitié du square qu'ils vont démolir passait entre les mains des Salenave. Ils ont vendu. On rasera les maisons. À la place, on édifiera un immeuble de je ne sais combien d'étages, et nous ne verrons plus le soleil. Encore heureux si, comme certains l'affirment, ils n'installent pas un garage avec des pompes à essence juste en face de mes fenêtres. Moi, j'ai refusé les offres qu'on m'a faites. Si j'avais cédé, le square, qui porte le nom de mon père, disparaîtrait. Prenez donc encore un gâteau. Pendant qu'elle parlait avec une sorte de fièvre, Madame Martin lançait des petits coups d'œil, tantôt à Émile Bouin, tantôt au perroquet. Elle sentait bien qu'il y avait quelque chose de pas normal dans l'atmosphère de la maison. De temps en temps, elle regardait Marguerite aussi, comme les femmes savent se regarder entre elles. Et alors, ne se demandait-elle pas qui, de lui ou d'elle, avait le cerveau dérangé? Les deux, peut-être?